Bonjour Catherine, ravie de te recevoir aujourd'hui dans le Talent Podcast. Vraiment, merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Catherine, pour rentrer directement dans le sujet, je sais que tu parles beaucoup sur les réseaux sociaux, dans des conférences. Trop, évidemment. Mais qu'est-ce que tu pourrais bien vouloir nous confier aujourd'hui que les gens ne savent pas sur toi ? Alors, quelque chose que les gens ne savent pas sur moi, c'est nouveau. J'ai décidé cet été que j'aimerais reprendre des études de théologie. C'est vrai. J'ai envie de... Je ne sais pas comment je vais trouver le temps, mais je rêve de refaire des études en théologie sur le sujet du syncrétisme, comment les différentes religions s'accordent. Ça, c'est un sujet qui parle aussi du lien, qui parle de l'appartenance. Je crois qu'on en a besoin aujourd'hui. Il y a un super lien avec tous les autres sujets dont on va se parler. Félicitations, déjà, c'est un beau projet. Alors, quand on se reverra, je te dirai si je suis passée à l'action. Je suis sûre que oui. Du coup, sur un sujet un petit peu éloigné, mais pas tant... plus prosaïque. Voilà. En fait, j'avais vraiment envie d'avoir ton avis parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui se posent la question de l'intégration du freelancing. On se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'évolutions sur ce sujet-là. Pourquoi, à ton avis, pour démarrer l'épisode, est-ce qu'il faut que les DRH se saisissent de ce sujet aujourd'hui ? J'ai l'impression, tu l'observes comme moi, que la place du travail a changé dans nos vies. Que les jeunes, les moins jeunes, depuis le Covid notamment, on ne travaille plus du tout autrement, enfin plus de la même manière. Et du coup, ça implique que les règles de fonctionnement de l'entreprise ont changé. Et que l'enjeu, c'est quoi ? C'est la productivité, c'est l'innovation, c'est l'engagement. Et puis, il y a une grosse part de la flexibilité, comment je la gère. Forcément, il faut s'interroger sur cette masse de talents qui ne veulent plus être recrutés, qui ne veulent plus être salariés. Je pense qu'une question qu'on se pose de plus en plus, c'est est-ce que finalement, toi, tu as une large communauté quand même d'indépendants ? Est-ce que c'est majoritairement des jeunes ? Est-ce que tu peux nous aider à comprendre un peu le profil, les aspirations ? Est-ce qu'effectivement, je pense qu'il y a un fort essor avec le Covid. Qu'est-ce que tu vois des ressorts qui font que les personnes démarrent dans le freelancing ? Alors, les indépendants qu'on fédère chez Envie sont peut-être pas représentatifs. C'est très vaste, les indépendants. Tous les travailleurs non salariés, tu as une myriade de profils, d'âges, de métiers. Nous, ceux qui viennent chez Envie, c'est plutôt des personnes en deuxième partie de carrière. Donc, qui ont plus de 40 ans, qui ont construit leur vie dans l'entreprise, dans le corporate et qui souhaitent à présent, parce qu'ils aspirent à peut-être plus d'autonomie, d'équilibre, de sens ou d'autres choses, qui se disent « je vais travailler à mon compte ». Donc, la caractéristique des freelances, des indépendants, des consultants en vie, ceux qu'on accompagne, c'est que c'est plutôt donc, des gens seniors, plutôt des femmes. Mais parce qu'on n'attire jamais que les gens qui nous ressemblent. Nous, on est 3 cofondatrices et peut-être que... Mais les hommes sont aussi les bienvenus. Et ceux qu'on choisit, ceux qu'on garde, et parce qu'on croit en eux, ce sont des gens qui ont une très, très forte expertise dans leur domaine. Ils sont très bons sur la communication, sur le digital, sur la RSE, sur la transformation. Tu vois, ils ont une très bonne expertise et ils veulent la faire vivre à leur compte. Là où ils ont un petit talon d'Achille, c'est sur la vente. Ils ne savent pas se vendre et c'est là qu'on les aide. Et qu'est-ce que tu constates ? Parce qu'effectivement, ce point-là, alors nous, chez Authentique Talent, comme beaucoup d'autres entreprises, on travaille énormément avec des populations d'indépendants et on se rend compte parfois qu'effectivement, ce n'est pas si simple de se lancer, même quand on a une très forte expertise qui est demandée. Qu'est-ce que tu constates Est-ce qu'il y a des retours en arrière ? Est-ce qu'il y a des personnes qui se disent finalement, ça ne me convient pas ? Est-ce qu'il y a des besoins d'accompagnement particuliers ? Mais rien n'est définitif. On peut toujours changer de voie. Et c'est ça qui est formidable. Je ne sais pas, tu as entendu comme moi de parler des carrières boomerang. Et en fait, il me semble que ça va devenir la norme. Peut-être que tu vas d'abord travailler en entreprise et puis après, pendant 3 ans, tu vas te mettre à ton compte, puis avoir une nouvelle opportunité. Là, on a pratiquement formé 250 personnes. Enfin, on a accompagné 250 boîtes en 2 ans et qui marchent, qui cartonnent. Et en fait, il y en a certains qui sont retournés à des chouettes postes, d'ailleurs, en entreprise. Mais ça ne m'étonne pas, au fond, parce que les qualités que tu développes comme entrepreneur, dans tes pratiques, tes postures, ton mindset, c'est très, très, très utile en entreprise aujourd'hui. Tu vas pouvoir les réutiliser et avoir quelque chose d'autre à offrir quand tu reviens dans l'entreprise. Ça, c'est évident. Oui, c'est surtout ton mindset, en fait. Moi, il me semble qu'il y a une dimension qui est indispensable aujourd'hui dans la transformation des boîtes, parce qu'on en est tous là. Comment est-ce qu'on se transforme ? L'esprit entrepreneurial que les entreprises ont envie d'insuffler, en fait, c'est ça ? Exactement, mais c'est pas
pour faire des entrepreneurs, des gens qui partent pour créer leur boîte. C'est juste un esprit entreprenant. C'est comment je prends un peu plus de risques, comment est-ce que j'arrive à prendre des décisions, je décide et j'agis à la manière des entrepreneurs, comment je prends des initiatives, l'autonomie. Et il me semble que tout ce qu'on développe quand on est entrepreneur, qui est une nécessité, de toute façon, tu n'as pas le choix, si tu n'es pas comme ça, ta boîte ne marche pas. Avoir cet état d'esprit en entreprise, c'est un accélérateur prodigieux de transformation. Et d'ailleurs, nous, on fait des formations sur ce sujet chez Envie. Et finalement, côté entreprise, pendant longtemps, on s'est dit que... Alors, il y a des entreprises dans certains secteurs qui ont eu l'habitude de travailler avec des indépendants, enfin, depuis historiquement des années et des années. Il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus nouveau, des métiers sur lesquels ça se faisait pas trop hier, et qui tout d'un coup se disent, ah oui, il faut être attractif pour attirer des indépendants hyper bons sur leur niche. Là où autrefois l'attractivité ça se limitait beaucoup au monde du salariat pur et dur. Pareil pour l'engagement. La règle a changé. C'est quoi ton point de vue là-dessus et sur le rôle auquel vont devoir se préparer les entreprises? Mais c'est vrai qu'avant, on pensait que pour travailler ensemble durablement, il fallait un contrat de travail CDI, CDD, quoi. Et que hors de ces modalités, point d'engagement durable. Or, on voit bien que l'engagement aujourd'hui, c'est pas une question de statut, quoi. Et donc, c'est que l'enjeu, c'est la compétence. Comment je vais trouver les compétences nécessaires pour continuer à grandir? Et souvent, on sort de son core business. La plupart des entreprises aujourd'hui, pour croître, et je prends l'exemple de Renault que je connais bien de l'intérieur, c'est que après avoir reconstruit admirablement le core business automobile, aujourd'hui, le groupe Renault, il va regarder des business adjacents, connexes ou pas d'ailleurs, à leur métier de base. Et pour cela, qui vont représenter peut-être jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires dans 15 ans. Et l'idée, c'est pour arriver à ça, qu'est-ce qu'on fait? Si on va sur des métiers différents, il faut former les gens, ou il faut racheter des boîtes et les intégrer, ou alors il faut travailler avec des gens nouveaux qu'on n'avait pas l'habitude de capter. Et donc, c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Comment je me rends visible et désirable auprès de populations qui n'avaient pas l'habitude de penser à moi, et puis surtout à qui j'ai pas l'habitude de parler. Il y a ce sujet, je pense, le premier qui est de se rendre désirable, et je pense que c'est un vrai point. Et le deuxième, c'est derrière, comment est-ce que je les intègre? Finalement, comment est-ce que, même s'ils ne sont pas salariés, je crée peut-être quelque chose autour du sentiment d'appartenance? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel les entreprises avec qui tu échanges travaillent aussi? Ça, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille. Je te disais qu'on a créé un club qui s'appelle le Do-Tank Future of Work, de grandes entreprises qui expérimentent ensemble les bonnes pratiques du futur du travail. Parmi celles qui sont expérimentées, il y a évidemment la dimension du freelancing. Comment est-ce qu'on travaille avec ces talents du dehors qui ne sont pas vraiment c'est pas des prestataires, des freelances, c'est autre chose. C'est pas des salariés non plus. En fait, c'est assez nouveau. Et il y a tout un sujet sur lequel on a travaillé ensemble, qui est le onboarding, même le pré-onboarding, parce que tout commence là. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette partie-là? Ouais, en fait, on a beaucoup réfléchi sur le sentiment d'appartenance, aussi bien pour des salariés que pour des freelances. Qu'est-ce qui fait que je me sens appartenir? Et donc, c'est évidemment, il y a des rituels qu'il faut mettre en place. Mais il y a aussi ce onboarding. Et comment est-ce que je dédie spécifiquement à cette population qui est ni du dehors ni du dedans un parcours pour leur faire sentir qu'ils comptent pour moi, leur expérience compte pour moi. Donc en fait, on a fait le tour de beaucoup de grandes entreprises qui travaillent avec des freelances depuis longtemps. Et en fait, c'était pas un sujet qui était très creusé. En revanche, c'est plutôt du côté des startups qu'on est allé prendre des bonnes pratiques. Et comment je fais pour faire rencontrer les équipes avant même d'avoir parlé de collaboration salariée ou autre? Comment est-ce que je fais pour créer du lien, en fait, pour parler de nos valeurs, pour présenter l'organisation? En fait, c'est comme dans une relation d'amitié ou d'amour, en fait. Ça se fait pas à pas. Et finalement, est-ce que c'est bien différent dans la partie onboarding de ce que tu ferais dans les mêmes entreprises pour des salariés que tu vas recruter, entre guillemets, sur un format beaucoup plus classique? Est-ce qu'il y a vraiment des nuances? Je pense, ouais. Il y a des choses qui sont propres. L'important, tu sais, c'est toujours la même chose. C'est comment je m'adapte à ma cible. Quelles sont ses attentes, ses aspirations, ses frustrations, ses pain points. Et donc, chez un indépendant, il y a cette dimension d'autonomie. Mais pour autant, ça ne veut pas dire non-engagement. Donc, comment est-ce que dans mon onboarding, je fais sentir que vous comptez pour nous, vous allez être un élément central de la construction de notre croissance, de ce qu'on va devenir demain. Mais pour autant, vous avez la
possibilité de continuer à faire autre chose. Mais tu as raison, en fait, la différence, elle est de moins en moins marquée, parce que finalement, le message que je vois se développer dans les entreprises les plus avancées sur ce sujet, c'est on autorise nos salariés, et même plus que ça, on les encourage à avoir un side project. Donc, on vous incorpore chez nous et vous êtes partie prenante et vous comptez pour nous. On va construire quelque chose ensemble qui fait du sens. Mais si vous voulez, à côté de ça, développer votre projet, vous pouvez. Et étonnamment, le simple fait de savoir que mon employeur m'autorise cela, tu vois, ça se rapproche finalement de la façon dont on parle avec les freelances. Je sais pas si toi, tu as vu des... J'ai vu ça et ça reste encore finalement assez, assez rare, mais ça se développe parce que finalement, il y a des entreprises qui ont encore le frein de se dire, mais si j'autorise ça, est-ce que j'ai pas quelque part la peur de la fuite de mes talents qui vont, entre guillemets, tester un autre projet et puis finalement aller le développer et quitter l'entreprise. Donc je pense qu'il y a eu des entreprises plus audacieuses qui ont mis l'accent là-dessus. Je sais pas si tu vois un développement. C'est contre-intuitif en fait, parce que comme disait, c'est Laetitia Vito qui me disait cette citation d'un proverbe chinois, c'est il faut laisser la cage ouverte pour que l'oiseau revienne. C'est le simple fait de savoir que j'ai cette liberté. Mais encore une fois, c'est comme dans une relation de couple. Si tu te sens fliqué, forcément, tu seras. Alors que si on te laisse la liberté, c'est pas pour autant que tu partiras voir ailleurs. Et je trouve que cette confiance qu'on accorde, cette autonomie, elle a aussi beaucoup à voir avec le mindset entrepreneurial. Et ça rejoint, c'est vraiment l'idée selon laquelle former les dirigeants, les managers à développer ce mindset. En fait, on lève beaucoup de peur, finalement. Et on se rend compte que plus on laisse de liberté, ça n'empêchera pas les gens, de toute façon, de partir, qui veulent partir, de partir. En revanche, on s'attachera les meilleurs. Et tu parlais tout à l'heure, je rebondis sur... il faut quand même comprendre les pain points, les frustrations de ces populations, leurs envies. Alors, leurs envies, tu nous en as dit un petit peu plus sur le besoin de liberté, d'autonomie, etc. Ce serait quoi, selon toi, les pain points ou les frustrations qu'on comprend peut-être pas forcément suffisamment bien de l'entreprise et qui pourraient nous aider à mieux les intégrer? Mais souvent, les freelances se sentent une population à part. Ouais. C'est vrai qu'ils représentent une nouvelle diversité. Et c'est pour ça que les boîtes qui sont fortes en diversité et inclusion, elles sont souvent assez bonnes à intégrer les freelances. Mais ils ne sont pas tellement connus par les équipes RH, ils sont plutôt connus par les équipes achats. Mais ça, c'est en train de changer, je trouve. Il n'y a pas encore eu ce travail de cartographie de mes talents, qu'ils soient internes ou externes, et cette idée qu'au fond, ce qui compte, c'est la compétence. Donc, la frustration, la première, c'est de ne pas être reconnu, d'être considéré comme un prestataire de court terme, alors qu'on peut très bien s'engager sur le long terme quand on est en freelancing. Et puis après, donc ça, et puis après, il y a la complexité pour se faire payer. Il y a tout cet aspect qu'il ne faut pas négliger. Il y a besoin d'un peu plus de fluidité. Pas forcément besoin d'un chief freelance officer, mais quelqu'un en revanche qui, dans l'équipe RH, est convaincu et convainc le COMEX que la workforce, elle est hybride et qu'une entreprise, c'est plus un monolithe fermé, c'est vraiment un hub de compétences. Et quand on a intégrer cette notion-là, alors on va plus vite. Oui, et beaucoup d'entreprises, beaucoup de métiers différents vont devoir s'ouvrir à ça progressivement. Ça va représenter quelque chose d'important dans le futur du travail. Peut-être même un directeur financier demain. Oui. Non, mais on m'interrogeait. C'est intéressant de se dire quels sont les métiers pour lesquels... est-ce que tous les métiers sont éligibles finalement au freelancing, ou il y en a certains? Tu vois des contre-exemples, toi? En fait, c'est tellement récent aujourd'hui. Après, il y a ce sujet de la confidentialité des données qui est central, et puis le temps qu'on y passe. Il y a un moment, moi je le vois avec Envie, quand tu veux développer une entreprise, ça te prend 3000% de ton temps. C'est difficile de te dire je reste freelance parce que j'ai un side project. Bon, encore j'ai des postes d'administratrice. En fait, je suis une vraie slasheuse. Mais c'est pas facile, il faut avoir une grosse capacité de travail et ne pas avoir besoin de dormir beaucoup. Et en fait, c'est ça, je pense qu'il y a eu aussi un peu un fantasme parfois autour de l'entrepreneuriat au sens large, et puis effectivement de tout ce côté liberté qui masque un peu derrière ce que ça va nécessiter aussi comme autre compétence. Ah oui, mais tous entrepreneur est une idiotie, évidemment que non. Évidemment que non. Et aussi, j'ai découvert que se dire je vais être libre parce que je suis à mon compte, c'est totalement faux.
Bien sûr qu'on peut innover dans le cadre. Bien sûr qu'il y a des entreprises qui te donnent toute l'attitude de te réaliser, de t'accomplir, de porter des projets. Et pour autant, t'en fais partie. C'est fou comme on a des schémas. Et c'est d'autant plus le cas quand tu développes cet état d'esprit de doueur, de faiseur, de bougeur, et que tu sens que ton entreprise t'y encourage. Et là, moi, c'est ce que je vois chez Renault. C'est fou. En 4 ans, comme cette entreprise, elle a fait une remontada qui est assez spectaculaire. Mais c'est aussi parce que ça a été insufflé par un patron qui est un vrai entreprenant. Évidemment, ça part de là. J'ai quelques questions très rapides. Si tu devais retenir un seul conseil que tu pourrais donner à un DRH qui nous écoute et qui s'intéresse à cette question du freelancing, ce serait quoi ? Eh bien, c'est que quand vous pensez à votre workforce, ne pensez pas que salariés. Pensez, visualisez qu'il y a ces deux populations, que la dichotomie dedans-dehors, elle est obsolète. La pire pratique que tu vois dans les entreprises qui intègrent des populations de freelance, la pire ou l'une des pires? C'est difficile à dire, mais c'est ce que je viens de dire. La pire pratique, c'est que quand je construis ma stratégie RH 2025 et après, quand je pense à toute l'innovation RH, je ne pense pas aux freelances. Je ne pense qu'à mes salariés. Et ça, c'est une mauvaise pratique parce qu'on se coupe de tellement de talents qui, en plus, par permaculture, c'est de la permaculture d'entreprise d'aller chercher des gens ailleurs. Ça vient régénérer ce que l'on est, comment on voit les choses. On a tellement besoin d'agilité et les freelances en apportent tellement. Donc, ne pensons pas juste salariés. Et quand on revoit ces plans 2025, tu vois, pour résoudre ces sujets, les intégrer. Oui, et parfois, il y a peut-être cette invisibilité parce que le sujet est resté côté achat et les DRH n'ont peut-être pas forcément toujours une bonne vision de ces talents qui sont là, en fait, en interne. Une idée reçue que tu aimes bien combattre autour du freelancing, ce serait quoi ? C'est que c'est plus cher qu'être salarié. Okay. C'est pas vrai. C'est pas plus cher, un freelance. Je crois que c'est Bigger, l'entreprise Bigger, qui est une plateforme qui met en relation les entreprises avec des talents plus IT, qui a fait le calcul minutieux en comparant tous les coûts afférents à un salarié caché, non caché et un freelance, et qu'en fait, ça revient à peu près au même. Donc, c'est une idée reçue que prendre quelqu'un de l'extérieur, ça va me coûter plus cher. Une autre idée reçue, c'est que ça va déliter ma culture d'entreprise. Que pour il faut intégrer les rangs, mais pas du tout. Tu sais, aux États-Unis, moi, où j'ai vécu 5 ans, j'ai beaucoup appris d'entreprises très avancées sur ces sujets, et il y a l'idée de culture add et culture fit. Bien sûr qu'il faut fitter à la culture, et là-dessus, il y a un travail à faire pour intégrer les freelances, mais add, cette capacité à ajouter un petit truc en plus, c'est tellement important. Donc voilà, et puis qu'après, on risque beaucoup parce que la confidentialité des données, elle va se perdre. Je crois que le freelance a beaucoup à perdre s'il joue avec ça. Puis de toute façon, il signe une charte, un contrat. Oui. Puis aujourd'hui, tu fais signer des NDA à tout le monde. Donc... Bien sûr, donc c'est 3 idées reçues. Et puis sur le fait qu'ils sont peut-être moins engagés, au contraire. Au contraire, me semble-t-il. Je te cache pas que sur la première idée reçue, moi j'ai une surprise. C'est bien, je repars avec une vraie clarification. Je partagerai Je partagerai l'étude. C'est tellement... Malte aussi a fait le travail, je crois. Ou même OMS, One Man Support. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais que j'ai vu cette étude qui m'a étonnée aussi, mais ça n'est pas plus cher. Eh ben, avec plaisir. Et puis, je la partagerai à l'audience. Et puis, la dernière question, s'il y avait une prochaine action concrète que... l'audience qui nous écoute aujourd'hui peut mettre en place, entre guillemets, assez facilement, sans trop de coups dès demain sur ce sujet, ce serait quoi ? Alors, la première, c'est former tous tes managers à l'esprit d'entreprendre, à ouvrir, à penser autrement, à agir et décider à la manière des entrepreneurs, à oser, à prendre des risques, à avoir confiance en toi, en l'avenir, dans les autres. En fait, ça change ta perspective sur la collaboration et le travail. Donc, moi, je dirais ça. Et l'autre, c'est faire une cartographie interne, un mapping de tes besoins, de tes compétences existantes et de tes besoins. D'autant qu'il me semble que, on n'en a pas parlé, mais l'organisation des entreprises est vraiment, vraiment en train de changer. Et si il me semble que
c'est pas l'étoile du Nord de beaucoup de boîtes dans 2025, ça va être la productivité. Comment je vais chercher plus de productivité. Il y a un mot-clé, c'est les skills-based organization. C'est qu'on va aller vers des organisations fondées non pas sur les postes, mais sur les compétences. Ouais. Pour cela, il faut un mapping des compétences. Et quand tu mappes tes compétences, l'IA est très utile à cela. Hein. J'ai beaucoup regardé ce qui se fait là-dessus. Eh bien, tu vas regarder dans les compétences, peut-être les bleus, c'est ceux qui sont salariés, les verts, ceux qui ne le sont pas. Mais au fond, c'est pas ce qui compte. C'est mapper ses compétences. Ouais, super intéressant. Merci beaucoup pour tout ça, Catherine. Merci à toi. Gros sujet pour le futur du travail, donc ça nous amène un éclairage vraiment passionnant. Merci encore. Merci à toi. Bonne transformation à tous.